Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. Cette semaine, on aborde ensemble un enjeu fascinant, sous-estimé mais qui est pourtant déterminant pour le futur de l'humanité, les questions de l'Afrique et tout particulièrement de sa démographie. Au cours du dernier siècle, la population mondiale a explosé. Bien sûr, l'Afrique ne fait pas exception. Entre 1900 et aujourd'hui, la population africaine est passée de 140 millions à près de 1,4 milliard. C'est un bond gigantesque. Et alors que la croissance de la population s'est drastiquement ralentie au cours des dernières années, avec plusieurs pays riches entrant même dans une phase de décroissance, l'Afrique, elle, est largement épargnée par cette tendance. En fait, les projections indiquent que la population africaine atteindra 2,5 milliards de personnes en 2050 et 4 milliards en 2100. Si l'Afrique ne représentait en 1950 que 10% de la population mondiale, en 2100, ce sera plus du tiers. Un humain sur 3 sera africain. Lorsqu'on parle de l'avenir de l'humanité, il est donc essentiel de s'attarder au destin de l'Afrique, de manière à bien comprendre tous les énormes défis qui seront posés par la croissance fulgurante de sa population. Évidemment, c'est un sujet complexe et nuancé, mais aussi controversé. L'Afrique est un continent énorme, avec une cinquantaine de pays et des milliers d'ethnies présentant des différences majeures et fondamentales. On ne peut donc pas parler de l'Afrique comme d'un bloc monolithique. Ce qui se passe au Mali n'est pas la même chose qu'au Nigeria, comme le Maroc et le Kenya vivent des réalités complètement différentes sur le plan économique, politique, social et culturel. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est donc un portrait global, une synthèse de la situation pour mieux comprendre la tendance lourde qu'on observe à travers le continent. Ce qu'on veut démontrer, ce sont les raisons derrière la croissance de la population africaine, ainsi que les impacts profonds que cette croissance pourrait avoir sur le plan géopolitique, autant pour l'Afrique que pour le reste du monde. En fait, pour bien comprendre ce qui est en train de se produire, il faut d'abord exposer les principaux facteurs qui déterminent de manière générale les courbes de population à travers le monde. Énormément de facteurs sont impliqués, comme le niveau d'éducation, l'accès aux services de santé, à la contraception, même à l'infrastructure. Or, ce qui compte vraiment quand on vulgarise les choses, c'est le niveau de développement économique. Plus un pays est riche, plus son taux de reproduction est bas. Vous me citerez des exemples contraires et vous me direz que je simplifie trop les choses et vous aurez absolument raison. Toutefois, quand on compare une carte des taux de reproduction avec une carte du PIB per capita, on réalise que c'est une bonne règle générale. Le PIB est à gauche en passant, le taux de reproduction est à droite. Plusieurs facteurs qui expliquent cette corrélation et on pourrait spéculer toute la journée sur les plus importants. Bien sûr, il y a l'espérance de vie qui progresse, il y a l'accès à la médecine et à la contraception qui augmente, mais aussi il y a les femmes qui travaillent de plus en plus, qui ont des carrières et des ambitions professionnelles. Sinon, et ça c'est un autre dossier fascinant, il y a la qualité du sperme qui est en déclin drastique à travers presque tous les pays riches. Difficile d'identifier un seul coupable, mais tout ce qu'on doit savoir pour aujourd'hui, c'est que les pays qui sont économiquement avancés ont typiquement moins d'enfants. Ce qui nous amène à l'Afrique, notamment en raison du retard économique causé par la colonisation et les déstructurations qui ont suivi le départ complet ou partiel des puissances européennes. Encore aujourd'hui, l'Afrique présente un des taux de reproduction les plus élevés de la planète, et à moins d'un revirement majeur, la population du continent va presque doubler d'ici 30 ans. Seulement en Afrique subsaharienne, l'ONU prédit que la population passera de 1 milliard à 3 milliards d'habitants d'ici 2100. Et ça, c'est une lame à double tranchant, parce que bien sûr, une population croissante peut être un véritable cadeau pour le développement économique, mais seulement à une condition. Il faut être en mesure de lui offrir des opportunités. Si on n'a pas les ressources pour l'éduquer, pour lui offrir des emplois, pour assurer sa sécurité, bref, pour s'occuper d'elle, on se retrouve vite avec de gros problèmes. Sans espoir de trouver un bon emploi, les jeunes se tournent progressivement vers la criminalité. On voit l'émergence de groupes armés, d'extrémistes religieux, de seigneurs de guerre. Ensuite commencent les affrontements avec le gouvernement, la guerre civile. Bref, gérer une population croissante est un défi énorme, particulièrement pour un État dont la stabilité est précaire. Et c'est un peu pourquoi la situation de l'Afrique est inquiétante. Au cours des prochaines années, les gouvernements africains vont être confrontés à une augmentation constante du nombre de bouches à nourrir, à une hausse majeure des taux d'intérêt pour financer leurs dettes, ainsi qu'à un exode des cerveaux de plus en plus dommageable. Tout ça dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources en eau et en nourriture. Déjà au moment où on se parle, le chômage sur le continent est endémique. Plus du tiers des 420 millions d'Africains de 15 à 35 ans ne travaillent pas.
Un autre tiers ont des emplois précaires alors que seulement 1 jeune sur 6 est rémunéré pour son travail. Malheureusement, les choses sont loin de s'améliorer. Chaque année, pour chaque 12 millions de travailleurs qui entrent dans le bassin de main-d'œuvre, seulement 3 millions de nouveaux emplois sont créés. Le déficit est énorme. En conséquence, les jeunes sont forcés de prendre des emplois pour lesquels ils sont dramatiquement surqualifiés. Il n'est pas rare de voir des diplômés en droit, en médecine ou en génie civil conduire des taxis à Marrakech ou à Bamako. La conclusion est claire. L'Afrique ne pourra tout simplement pas absorber 1 milliard de travailleurs supplémentaires d'ici 30 ans. C'est triste, mais c'est la réalité. Les jeunes les plus brillants et les plus audacieux sont confrontés à un choix déchirant. Faire leur vie et fonder une famille dans un pays dysfonctionnel, sans emploi, opportunité ni sécurité, ou encore partir, n'importe où, à pied, à la nage, peu importe, tout pour partir. C'est alors le début d'un exode des cerveaux dont les conséquences peuvent s'avérer désastreuses pour un État en construction. Partout à travers l'Afrique, les jeunes quittent pour une vie meilleure. La plupart se dirigent vers un autre pays du continent, mais certains tentent le tout pour le tout et tentent de rejoindre l'Europe. À ce sujet, voici quelques statistiques intéressantes. Les 3 pays dont les citoyens entrent le plus souvent illégalement en Union européenne sont respectivement la Syrie, le Maroc et l'Algérie. Or, lorsque la demande d'asile est refusée, les ressortissants de 5 pays en particulier se démarquent par leur refus de retourner chez eux. Plus de 95% des demandeurs refusés de l'Algérie, du Sénégal, de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire refusent de coopérer et disparaissent des écrans radars. Ensuite, entre 2019 et 2020, malgré une baisse globale de 12% du nombre d'entrées illégales en Union européenne, les passages en provenance des routes de l'ouest et du centre de la Méditerranée sont en augmentation drastique, de l'ordre de 51 et 155%. Ce qui se passe est très clair. L'Afrique arrive à un point tournant. D'ici 2050, la population du continent va exploser et sans les opportunités économiques nécessaires, tout indique que les mouvements migratoires vers l'Europe vont considérablement augmenter. Aller ailleurs en Afrique sera de moins en moins une option envisageable puisque les autres pays seront eux-mêmes dans la même situation. Prenez l'Éthiopie par exemple. Au moment d'enregistrer l'émission, la capitale, Addis Abeba, est sur le point de tomber aux mains des forces de défense du Tigré. Le gouvernement éthiopien a sommé tous les habitants à enregistrer leurs armes afin de se préparer à défendre la capitale. Vous êtes donc un jeune de 17 ans. Vous n'avez jamais vu le combat. Vous avez toute votre vie devant vous. Il n'est pas question d'aller la perdre dans une guerre civile. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez toujours fuir vers un pays voisin, mais lequel? L'Érythrée est impliquée dans la guerre que vous fuyez. Le Soudan vient de tomber à un coup d'État, alors que le Soudan du Sud est un véritable désastre au beau milieu de sa propre guerre civile, tout comme la Somalie d'ailleurs. Vous voyez où je veux en venir? Parfois, la migration intracontinentale est difficile, sinon impossible, et partir vers l'Europe devient la seule option. Bien sûr, vous me direz que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je vous dirais que ce genre de situation risque de se répéter de plus en plus souvent, un peu partout à travers l'Afrique, et pour toute une gamme de raisons qui seront toutes liées directement ou indirectement à la croissance ingérable de la population. Lorsqu'il commence à manquer d'eau, de nourriture, d'espace dans les villes et d'emploi pour les jeunes, les gens n'ont plus rien à perdre. Les guerres civiles, les affrontements ethniques, la compétition pour les ressources, tout ça va seulement se multiplier au cours des prochaines années. Inévitablement, des millions d'Africains vont tenter de rejoindre l'Europe. Et c'est là qu'on se retrouve devant un problème majeur. Comment réagir face à ce mouvement migratoire? Pour certains, la capacité d'accueil des pays de l'Union européenne est saturée. Il faudra donc renforcer les frontières. Pour d'autres, il n'y a pas de décision à prendre. Et la question est illusoire. Des millions de migrants africains vont traverser la Méditerranée, peu importe la position des pays de l'Union. Il faut donc trouver un moyen de les accommoder et les intégrer à l'économie. Disons que le débat s'annonce difficile. Déjà, la question de l'immigration divise profondément les pays de l'Union européenne et on voit apparaître des mouvements politiques qui s'opposent ouvertement à plus de migrants. Bien sûr, on peut tenter l'intégration, mais dans un contexte où l'économie prend le chemin de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de la robotisation, les emplois pour les travailleurs non qualifiés vont se faire de plus en plus rares en Europe.
Ce qui va se passer ensuite est assez clair. On risque d'assister à la montée de politiciens de droite et d'extrême droite pour dénoncer l'arrivée des migrants en les présentant comme une menace à la main-d'œuvre locale. Ces politiciens n'auront pas complètement tort, malheureusement. Un influx massif de migrants africains aurait des conséquences sociales, économiques et politiques considérables sur les pays de l'Union européenne. Et avant que vous me jetiez au bûcher, soyons clairs, ce n'est pas un jugement de valeur sur la qualité de l'immigration africaine, seulement un fait observable. Partout dans le monde, la mixité entre les peuples est presque systématiquement la cause de tensions sociales, surtout quand le nombre d'emplois est limité. C'est normal, nous sommes des humains, des êtres hautement territoriaux, à l'instinct tribal et défensif. On s'identifie à un groupe et on redoute les inconnus. Pour toutes ces raisons, la poussée démographique africaine et le mouvement migratoire qui pourrait en résulter constituent non seulement un défi pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe et plus largement pour le monde entier. Le monde développé ne peut plus se permettre de négliger et d'abuser de l'Afrique. Il faut absolument que le continent trouve le chemin de la prospérité et de la stabilité, sans quoi c'est l'équilibre mondial qui va en souffrir pour les décennies à venir. L'Afrique, c'est 54 pays qui représentent près du quart de la communauté des nations. On ne peut pas la regarder crouler sous le poids de la dette et de la démographie parce que ce sera bientôt le problème de tout le monde. Il faut une forme d'assistance, mais encore une fois, venir en aide à des États africains sous la présomption qu'ils ne savent pas gérer eux-mêmes, c'est extrêmement insultant et c'est seulement une autre forme d'impérialisme, même si la destinée de l'Afrique ne correspond pas aux préférences et aux intérêts des pays développés. En quoi est-ce que ça leur donnerait le droit d'intervenir? Les supposées solutions proposées par l'Occident sont toujours les mêmes. La contraception, l'éducation sexuelle, l'avortement. Or, il faut se rappeler que l'Afrique est généralement très conservatrice et fièrement religieuse. Il serait absurde de penser que les centaines de cultures africaines sont toutes compatibles avec un mode de vie à 1 ou à 2 enfants. Il est absolument pertinent pour des amateurs de géopolitique comme nous de regarder la poussée démographique africaine et de mesurer les problèmes qu'elle risque d'engendrer. Mais ça ne veut pas dire que c'est à nous de trouver la solution, du moins pas à la place des peuples africains. Même si on donnait de l'argent ou des ressources, on les donne à qui? On les envoie où? À l'Union africaine? Malgré les problèmes de l'organisation? Sinon, aux gouvernements africains eux-mêmes? Environ 30% de notre audience est en Afrique et je suis pas mal certain qu'un bon nombre d'entre eux vous diraient eux-mêmes que de mettre plus d'argent entre les mains de leur gouvernement, c'est pas nécessairement une bonne solution. L'argent, ça ne règle pas le problème de la gouvernance, des institutions, des frontières, des conflits ethniques, ça n'enlève pas la corruption et ça ne crée pas non plus de cohésion sociale. C'est pas un plan d'aide du FMI, de la Banque mondiale ou même de la Chine qui va régler tous les maux de l'Afrique. Faut quand même pas se montrer naïf. En fait, de toute façon, au moment où on se parle, la multiplication de la population africaine est inévitable. Peu importe les mesures qui sont prises, l'éducation offerte aux femmes, le niveau de contraception au développement économique, et peu importe la vitesse à laquelle ces mesures sont implantées, nous savons pour fait que dans moins de 80 ans, la population africaine sera de 3 à 6 fois plus nombreuse qu'à l'heure actuelle. La seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer aux conséquences, qu'elles soient sociales, écologiques, migratoires, économiques ou militaires. Il n'y a pas que du négatif, mais il y a certainement un défi dont il faut prendre la mesure. L'Afrique est à la croisée des chemins. D'un côté, une croissance exponentielle alimentée par l'augmentation de sa population et l'investissement international dans ses industries naissantes. De l'autre, un siècle difficile, marqué par la stagnation économique, la surpopulation, l'instabilité politique ainsi que l'exode de ses meilleurs cerveaux. Évidemment, l'Afrique ne va pas se vider du jour au lendemain. Il est important de le comprendre. Les 54 pays africains ne vont pas s'effondrer en même temps, mais il faut quand même garder en tête les proportions. Rappelez-vous de la crise des migrants syriens, des conséquences sociales, politiques qui durent encore aujourd'hui. Selon les dernières données disponibles, c'est encore la Syrie qui est le pays d'origine numéro 1 des réfugiés admis en Union européenne. Or, la population totale de la Syrie est d'environ 17 millions. Si on revient à notre exemple de l'Éthiopie, on parle de 110 millions de personnes. La RDC, 90 millions. Le Nigeria, 212 millions. Et tous ces pays sont en pleine croissance.
La Syrie était un désastre et sa proximité avec l'Europe a facilité le mouvement des migrants, mais soyons clairs, l'effondrement de certains pays africains causerait une crise migratoire d'une toute autre magnitude. C'est de ça dont il est question. Maintenant, ça ne veut pas dire la catastrophe partout, on s'entend. Plusieurs pays vont éviter le pire et là-dessus, ma perspective est évidemment limitée. Il n'est pas facile de parler d'un continent aussi vaste, aussi divers que l'Afrique, surtout en n'y étant pas soi-même. Et moi, je connais rien. J'essaie, comme vous, de comprendre à chaque semaine. Donc si vous faites partie du tiers de notre audience qui est en Afrique actuellement et qui voit la réalité, j'aimerais beaucoup vous entendre, ou en fait vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on voit des fantômes ou est-ce que la poussée démographique représente un risque véritable? Ensuite, dans quelle posture est votre pays, votre région en matière d'emploi, de ressources, de sécurité? Et finalement, est-ce que le reste du monde a un rôle à jouer pour venir en aide? Ou est-ce qu'on devrait plutôt se mêler de nos affaires? Ceux qui sont ailleurs dans le monde, en Europe notamment, quelles conséquences politiques voyez-vous à long terme? J'ai très hâte de lire vos réponses et je vous remercie sincèrement de votre indulgence puisque c'est un sujet extrêmement délicat. Si vous pensez que ce qu'on fait est important, vous pouvez y contribuer pour aussi peu que $1 ou 1 euro par mois ou encore avec un don direct au 7jourssurterre.com/abonnement. C'est toujours un immense plaisir de passer un moment avec vous. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.